Voilà, donc on va faire vraiment le premier TP de HTML, grosso modo, pour utiliser les balises sémantiques et ne pas trop se paumer là-dedans. Donc moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle TP Structure Site Vitrine et je vais l'ouvrir dans VS Code. Alors, comme vous êtes sur Windows, vous ouvrez le fichier et vraiment, vous allez dans Ouvrir le dossier pour créer un espace de travail. J'essaye d'être vraiment, pour vous expliquer pas mal de choses. Donc, hop, je vais ouvrir le dossier. Là, je me retrouve dans cette partie-là avec l'explorateur qui va me montrer tous mes fichiers qu'il y a dedans. Dans mes fichiers, j'ai un readme.pdf qui explique grosso modo ce qu'il faut faire. Toc, 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 toc. Et j'ai un readme en version Markdown qui va vous permettre d'avoir exactement la même chose. Je voulais exporter en PDF. Je vous rappelle que le Markdown, ça va être un des formats de fichiers que je vais utiliser le plus. Okay. Pour info, ChatGPT, quand vous mettez copier ou enregistrer, il vous enregistre du Markdown. Hein. Donc le Markdown, c'est permettre de faire une mise en forme assez simple. Voilà, on a une mise en forme qui est vite faite, juste avec des petits tirets, des petits. Je vous conseille de la prendre petit à petit, n'hésitez pas à aller. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais ouvrir le PDF. Hop, hop, hop. Ça. On va avoir un client qui veut 4 pages, une page d'accueil, une page projet, une page à propos, une page contact. Donc, il va falloir qu'on crée 4 pages HTML. Les noms des pages HTML, je les mettrai toujours en anglais pour éviter les accents. Les problèmes d'accent, donc les problèmes d'URL. Dans la page d'accueil, c'est la seule qu'on va faire, et peut-être qu'après, on verra les formulaires, on pourra faire la page contact avec un formulaire dedans. Dans l'accueil, il va y avoir une en-tête avec un logo et le nom de l'entreprise. Une barre de navigation, donc une navbar, qui ne sera pas active, sauf pour l'accueil. Bon, peut-être que moi, dans la correction, je la ferai active pour que ça nous amène aux sections particulières qui viendront en dessous. On va avoir une présentation rapide avec un lien vers la page à propos, des logos cliquables des principaux clients, une partie descriptive des projets et des témoignages. Et ensuite, on a un footer avec le copyright. Les autres pages devront juste avoir la barre de navigation fonctionnelle. On va dire que c'est ça. Donc là, j'ai un exemple de rendu. Voilà, mon site a la bonne choucroute. On va peut-être faire autre chose. Juste pour info, là, rien qu'en lisant ça, je sais quelle balise sémantique je vais devoir utiliser. Parce que je me retrouve avec une en-tête, avec le nom de l'entreprise. L'en-tête, ça va être le header. Donc déjà, j'ai un header. Ensuite, j'ai la barre de navigation. Bah, c'est nav, la balise sémantique qui sera utilisée. Ensuite, j'ai une présentation des clients, des projets et des témoignages. Ces 4 parties seront au sein d'une balise sémantique main, pour dire que c'est le corps de la page, et seront découpées en 4 sections. Une section qui aura la présentation. Pour séparer les 4 sections, pour pouvoir les cibler de manière différente plus tard en CSS, je vais leur mettre un identifiant différent, ou un ID différent. Donc en regardant la présentation rapide, je l'appellerai la section Welcome, avec l'ID Welcome. Ou Amai, ou ainsi de suite, peu importe. Mais Welcome, ça me semble bien, c'est une présentation. Ensuite, on a des logos cliquables des principaux clients. Donc je vais faire une section qui va s'appeler Clients. Ensuite, je vais faire une section Project, parce que c'est les principaux projets. Et après, je vais faire une section Testimonial pour avoir témoignages en anglais. Et à la fin, j'aurai un footer. Donc j'ai déjà ma structure sémantique en lisant ce que le projet, en lisant le cahier des charges quelque part. Bon, premier truc que je vais faire, c'est que je vais m'organiser au niveau des dossiers là. Vous voyez que ces trucs-là, illustration, readme et readme, je vais quand même les conserver pour pouvoir le mettre sur GitHub et pouvoir récupérer. Mais je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les organiser dans des dossiers. Donc là, comme c'est des documents, je vais juste créer un dossier qui va s'appeler Docs. Et je vais aller glisser mes documents dedans. OK? Du coup, je vais tout de suite créer un autre dossier que je vais appeler www, mettons. Où là, ça va être le site final qui devra éventuellement être déployé sur un serveur. Est-ce que vous me suivez ou pas? Vous voyez que déjà, via mon thème d'icône, si je mets en plein écran, via mon thème d'icône, c'est pas des dossiers choisis au hasard. OK? www, souvent quand on a un serveur, ça va être
ce type de dossier dans lequel on va déposer le fichier qui sera visible. D'accord ? Si j'ai le temps, je vous montrerai comment on déploie et comment ça s'organise au niveau d'un serveur pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, tout mon code, je vais l'écrire dans www. Donc, dedans, j'ai dit que j'allais avoir 4 pages. Je vais donc tout de suite créer mes 4 pages. La première, c'est l'index.html. Cet index.html, c'est le point d'entrée de n'importe quel site. On va chercher, le serveur à page va chercher un fichier qui s'appelle index.html ou index.php. Et il va rentrer, il va le lire. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait quoi comme mot de page? Il y avait project.html, ok. Je vais peut-être laisser ouvert le readme, ok. Là, je réduis un peu. Donc, les 4 pages. Donc, projet, à propos et contact. Donc, je vais créer, hop, ici la page à propos, que je vais appeler about.html. Et après, je vais créer la page qui va s'appeler contact.html. J'ai déjà créé ma structure HTML. Ça vous va? Alors, si j'ouvre ça avec le live server, ok, il m'ouvre une page, il n'y a rien dedans, ce qui me semble complètement logique. Par contre, au niveau du serveur, vous voyez que j'ai un petit problème. C'est que j'ai le dossier www qui est visible, ce qui n'est pas hyper intéressant. Donc là, petit aparté un peu plus technique, c'est que je vais aller régler le live server pour qu'il considère que la racine soit www. Je vais le faire pour vous montrer comment ça marche. Je commence à rentrer dans des réglages un petit peu plus subtils. Mais en gros, c'est assez simple. Il faut créer un dossier qui s'appelle, oups, on ne va pas le créer là, on va le créer à la racine, qui s'appelle .vscode. Ok, vscode. Renommer, on appuie sur Entrée pour renommer là-dessus. Ok, comment j'ai su que c'était pas que j'avais fait une faute d'orthographe? Vous voyez que j'ai pas le même logo tout simplement. Et dans ce .vscode, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler settings.json. Bon, je vous le fais. Si vous savez pas le faire pour le moment, c'est pas grave. J'introduis 2-3 petites choses petit à petit. Donc dans ces settings.json, je vais juste créer. Alors je sais plus si ça commence par un tableau ou pas. On va voir. Live server, c'est ça. Je suis en majuscule, ça va pas le faire. Donc là, je fais des réglages en JSON, peu importe, on verra un petit peu, mais je vais lui dire live server, setting, et je vais chercher la racine, vous voyez, root. Et lui, je vais lui dire, au lieu que ça soit, hop, si je montre ici, vous voyez que lui, par défaut, le root, c'est le slash, c'est-à-dire le dossier principal de l'espace de travail. Et ben moi, je vais juste lui dire que c'est www. J'enregistre ça. Je vais relancer mon live server. Des fois, il faut relancer la machine pour que ça fonctionne. Alors, si je mets le slash, ça ne marche pas. Je mets juste le dossier, pardon. Ok, on va relancer. Voilà. Bon. Je ne sais pas pourquoi, mais en gros, voilà. Maintenant, mon serveur, live server, va directement pointer sur l'index. D'accord? Donc là, j'ai vraiment mis www parce qu'il considère qu'il est à la racine directement. On en parlera un petit peu plus tard. Je ne comprends pas pourquoi il me le souligne. Ça, c'est un truc de VS Code qui me semble un peu chelou. C'est pas très grave. Alors, j'ai fait ces réglages-là. Maintenant, je sais que mon live server sera directement dans le dossier www. Ça va avoir un avantage énorme pour la sécurité parce que n'importe quel utilisateur, si je déploie ce site, n'aura pas accès aux documents, aux docs par exemple. Vous voyez? Donc si je mets des choses un petit peu, mettons des mots de passe ou des choses comme ça dans docs, il n'y a personne qui sera sur Internet qui pourra y accéder. Okay? Plus que le serveur, le dossier, la page va pointer juste sur le www. Bon, ça c'est un petit peu prématuré, mais c'est comme ça qu'on va le faire. Donc je vais m'occuper de l'index.html. Je vous rappelle que quand on fait un point d'exclamation, ça va générer ça va initialiser le HTML. Je vais fermer le reste. OK. Là, je vais changer la langue en français. Si je ne mets pas d'attribut, il n'y a pas de problème. Hein. Je pourrais ne rien mettre. D'ailleurs, je ne vais rien mettre là.
J'ai un chartset UTF-8 pour utiliser les accents et les choses comme ça. J'ai les viewports pour qu'il y ait un lien avec les mobiles, qu'il n'y ait pas de problème de mise en forme avec les mobiles. Et j'ai le titre de document que je vais appeler ma super boîte. C'est le titre de l'entreprise. Ça vous va? Donc là, j'ai le body. J'ai rien d'autre à mettre, sauf que moi, je vais commencer par mettre des commentaires en disant ici, j'ai le header, parce qu'il m'a demandé un header. Ensuite, j'ai le main, où dedans, je vais pouvoir mettre les différentes parties demandées dans le cahier des charges. Donc dedans, il y avait quoi? Il y avait présentation, client, projet, c'est ça? Projet et témoignage. OK? Donc là, pour le moment, je mets les commentaires et ensuite je rajoute un dernier commentaire qui va être le footer, le pied de page. D'ailleurs, je pourrais très bien mettre en français au début, même si après on ne le fera plus. Petit détail, j'en profite pour vous rajouter que ça, c'est des commentaires, c'est des choses que j'ai à faire. D'accord? C'est une espèce de to-do list, ça. Et ben, je vais rajouter un truc qui s'appelle to-do. Hop. Et là, c'est un mot-clé qu'on va énormément utiliser en HTML, en JavaScript et ainsi de suite. Par exemple, fin de journée, vous avez une implémentation un peu compliquée à faire. Vous mettez to-do, j'ai ça à faire. Et derrière, vous avez la liste des choses qu'il y a à faire. Je vous explique, c'est une extension que j'ai rajoutée, mais qui, par exemple, dans les outils de JetBrains PHP Storm est directement intégrée. Ça va permettre d'avoir la liste le matin, par exemple, on a des choses la veille qu'on n'a pas fini. Et ben, hop, j'ai la liste de toutes les choses qu'il y a à faire dans mon projet. Ok? Cette extension s'appelle, j'ai mis, essayé de chercher To-Do, il doit y en avoir 10 000, hein, To-Do Tree, je l'ai appelé comme ça. Il y en a plein, mais ça permet voilà, de se rappeler ce qu'on a à faire. Par exemple, le lendemain matin, on fait tous nos To-Do qu'on n'a pas fini la veille. Parce qu'on a une problématique, ça nous a saoulé. Au lieu de bloquer pendant 1 heure ou 2 sur un petit problème, on dit je le ferai plus tard. Des fois, il suffit d'aller se promener 5 minutes pour trouver la solution. Ok? Donc voilà, j'ai fait une liste de to-do. Pour info, je rajoute un autre truc. Si vraiment j'ai un bug, je mettrai fix me. Et là, vous voyez que j'ai juste un autre type d'icône en disant là, c'est un bug qu'il faudrait que je corrige. En gros, to-do, c'est un truc à faire. Fix me, c'est vraiment, il faut vraiment le fixer. Vraiment résoudre ce problème. OK? Donc, c'est juste que j'en profite. Donc là, je mets tout. Ben, il me reste plus qu'à les faire, ces trucs-là. Donc le header, si j'ai un header, j'ai donc une en-tête. Je vais faire les trois parties directement. J'ai le main, et là, j'ai le footer. Donc je vais enlever les to-do maintenant, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. D'ailleurs, je fais comme ça, hop, et je supprime. Donc j'ai mon en-tête. Dans mon en-tête, j'ai dit qu'il y avait un logo et le titre de l'entreprise. Donc je ne vais pas réfléchir tout de suite parce que je ne sais pas vraiment la mise en forme que je vais faire. Je vais mettre une image avec une source particulière. Donc pour la source, moi je vais utiliser un placeholder, c'est-à-dire des images générées, un peu du lorem ipsum d'image, vous voyez. Et je vais utiliser lorem flickr et je vais la mettre de, on va faire 300 par 300, format carré. Oh, days. Ah non, on va mettre Christmas. Voilà. Et ok. Donc là, ça me génère. J'ai pas inséré le bon truc. J'ai inséré la totalité de l'image. On va l'enlever. Ok. Je mets juste l'URL et ça devrait m'afficher une image au hasard. Et en texte alternatif, je vais mettre logo de l'entreprise. Elle s'appelle comment? Ma super boîte. D'accord? Moi, j'ai une question.
Ouais. Si on avait des images et qu'on avait un dossier image, on le mettrait dans le doc, on le mettrait à la Non. racine image. Si vous avez des images, ben on va le faire. OK. Euh, je vais prendre cette image au hasard. J'enregistre l'image. OK. Il va être beau ce logo. Hein. Je vais dans mon TP1 et là, je vais créer un dossier. Toc. Qui va s'appeler image. Et je vais enregistrer ça sous le terme de logo.jpg. Donc là, au lieu de prendre cette image-là directement en URL, je vais aller le chercher dans mon dossier. Si je retourne là, j'ai maintenant un dossier IMG et dedans, j'ai mon logo. Donc, super question, Quentin, parce que j'y avais pas pensé. Tu vois, pour moi, c'est tellement évident que j'y avais pas pensé. Je me demandais en fait, du coup, si c'était au même niveau que 3W ou si Et ça se met au niveau 3W, il faut que ton serveur y ait accès à l'image. Sinon, il ne pourra pas y avoir accès facilement. Et en plus, si tu veux que ce logo soit référencé par Google, il faut que Google il puisse le scanner. Hein. D'accord? Donc, toutes les images qu'on va appeler des assets, les images, les polices, les vidéos, le JavaScript, on va appeler ça assets. On verra après qu'on rangera quand on a beaucoup, au lieu de directement mettre un dossier image, on mettra un dossier image dans un autre sous-dossier qu'on appellera assets. Et du coup, on peut y accéder. Ouais. L'image est en JPEG, tu la convertis quoi, dans ton usage professionnel en WebP ou tu la laisses en JPEG et si tu la convertis, comment? Alors, là, ça va dépendre de la taille. Vu si j'affiche ça dans le Finder, ok, ou même si je l'ouvre ici d'ailleurs, je peux l'ouvrir directement là. Vous voyez qu'elle fait 17 kg cette image-là. Alors, je peux la convertir en WebP si je veux, mais pour 17 kg, c'est peanuts. Admettons que la fasse là actuellement un giga pour la convertir, tu utilises. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne, j'utilise Photoshop, mais sinon vous avez des trucs par défaut qui sont générés et je crois que avec Power Toys Tools, vous pouvez transformer une image à la volée en un autre format. Il y a un bug resize aussi qui se permet, tu peux changer le format et en même temps la taille. C'est ça, il y en a plein. Moi, je sais pas ce que j'ai parce que là-dessus, je m'en sers. Enfin, sur le Mac, ça fait pas si longtemps que j'ai racheté un Mac. Et si je vais dans structure site vitrine, si je vais là-dessus, moi, je fais un clic droit dans service, je vais. Non, j'ai pas. Mais vous devez avoir un logiciel. Il y a des logiciels à gogo là-dessus. Hein. Essayez directement la version dans Power Toys Tools, ça marche plutôt bien. Ou sinon, tu as des sites en ligne qui te le font, ou tu as des applications. Puis, après, moi, j'utilise des API qui le font à la volée. Hein. C'est vrai que sur des sites, après, moi, les mecs, ils glissent la photo directement, ils te la transforment en WebP, ils te la renomment si jamais il y a des espaces, ils enlèvent les accents, histoire que j'ai pas de problème. Parce que vous imaginez pas la force de l'imbécilité de l'utilisateur, quoi. Il est capable de faire. Et c'est. Non, c'est assez dingue. Il faut penser à tous les cas de l'utilisateur. Donc du coup, là j'ai donc mon logo. Pour le moment, comme ça fait 17 kilos, je me prends pas trop la tête. Je regarde du JPEG et en plus, je préfère regarder en JPEG le logo pour que Google, après les mecs puissent le télécharger, le réutiliser et ainsi de suite pour mon entreprise. Voilà. Parce que le WebP, il y a des gens que ça fait voilà, qui vont pas l'utiliser et pour les logos, pour le coup, je préfère mettre un JPEG ou un PNG. Voilà. C'est vrai qu'après les WebP, je vais plus m'en servir pour des images d'illustration, des choses qui vont pas avoir pour but d'être référencées. D'accord? Là, un logo d'entreprise, je veux que quand on cherche mon nom d'entreprise, dans Google Images, on trouve le logo. Donc là, ensuite, j'ai le titre H1. Et le titre H1, il est unique sur une page HTML. Ça va être le nom de l'entreprise. Donc là, ma super. Et si je mettais super comme ça, ce serait pas plus mal, non? Ouais, super boîte. Je sais pas si on met. Je pense qu'il y a un E, ma super boîte. Mais en gros, on va dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire qui a créé l'entreprise. Donc là, j'ai fini mon en-tête. Il n'y a pas de souci particulier. Je peux réduire et je peux passer à la suite. Ça vous va? Alors, la suite, je veux bien. Le main est beaucoup plus compliqué finalement que le footer. Ben, je vais faire le footer, ça sera fait. Vous êtes d'accord? Donc là, je vais dans le footer. Qu'est-ce que j'ai dans le footer? J'ai juste un copyright. Donc je vais faire un petit paragraphe, même si c'est pas obligé de faire un paragraphe. Je vais faire un paragraphe. Et je vais mettre l'année 2023. Je vais mettre le copyright. Alors le copyright, hop, je vais l'écrire en entité HTML. Donc c'est esperluette copy point virgule.
OK? Et ensuite, je vais mettre le nom de l'entreprise, ma super boîte. En règle générale, dans le pied de page, je vais faire quand même en sorte que cette entreprise-là, on puisse cliquer dessus et envoyer un mail. D'accord? Moi, dans le footer, j'aime bien faire en sorte qu'on puisse cliquer et que ça envoie un mail directement à l'administrateur ou à l'entreprise. Donc là, je vais englober ma super boîte dans un lien avec un mail to, comme href. Donc moi, j'ai fait un raccourci pour envelopper l'abréviation. Si vous n'avez pas fait de raccourci, vous faites CTRL-SHIFT-P et ça vous met la liste de toutes les commandes qu'il va y avoir dans VS Code. Et là, je vais mettre envelopper, je le mets en anglais, enveloppé avec une abréviation. La traduction un peu chelou, je trouve, mais en gros, c'est enveloppé avec une balise dans ce cas-là. Donc, hop, je clique dessus, il me demande quel type de balise je veux mettre. Je mets A. Vous voyez, rien qu'en mettant A directement, il me l'affiche en dessous. J'appuie sur Entrée. Et là, j'ai plus qu'à mettre un mail to, contact@masuperboîte.com. OK? Et là, ce que je peux faire, c'est un title. C'est un attribut qui va permettre, quand on passe la souris dessus, d'afficher une espèce de micro pop-up. Et je vais mettre « Contactez-nous » ou « Envoyez-nous un mail ». Ça vous va? Je vais aller voir ce que ça donne déjà, ça. Pour un mail to, j'en ai pas besoin parce que je sais que ça va ouvrir en fait une application qui est dédiée à envoyer les mails. Voilà. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Mais on pourrait le mettre en target blanc, ça pose pas de problème, mais pour un mail to, j'en ai pas besoin. Je vais le réouvrir mon live server. OK, vous voyez que là maintenant j'ai toute la chose et quand je passe la souris dessus, j'ai bien envoyé nous un mail. OK? Ce title va être aussi utile éventuellement pour les liseuses, les lecteurs, pour les malvoyants. D'accord? Même si on sait que quand on a un A avec un mail to, je sais pas comment on le gère, j'ai jamais trop utilisé ce genre de truc, mais à voir comment ça se gère. Donc ça, vous êtes d'accord que, alors là, j'ai un problème sur le logo de mon entreprise, vous voyez? On va aller voir pourquoi. Ah, parce que j'ai pas mis la source. Donc je vais tout de suite mettre la source ici, pouf, 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 j'ai oublié de le mettre. Je vais aller dans le dossier image. Alors le dossier image se trouve, je suis au niveau de mon index. Il faut que je me repère par rapport à là où je suis dans mon dossier image. Quand je vais aller chercher une image. Là, je suis au niveau de mon index. Donc, le dossier image se trouve exactement au même niveau que l'index. Vous êtes d'accord? Il n'est pas à l'intérieur d'un autre dossier. Il n'est pas en dehors ou ainsi de suite. Donc là, je vais écrire img et un slash. Et là, tout de suite, VS Code va me trouver l'image. Il sait donc que par rapport à où je me trouve, donc par rapport à index, je vais aller dans un dossier image qui se trouve au même niveau hiérarchique, d'accord, qui n'est pas dans un autre sous-dossier, qui est au même niveau hiérarchique, le dossier image. Et à l'intérieur de ce dossier image, je vais chercher le logo.jpeg. Donc je retourne dans mon front et vous voyez que ça a bien fonctionné. OK? Bon, mon image, elle fait 300 par 300. Elle est un peu grande pour un logo. Je vais la réduire directement en utilisant la propriété with. OK? Et là, je vais mettre, mettons, 64. Et là, tout de suite, il va faire une hauteur auto par rapport au ratio de l'image. C'est-à-dire que si ça fait 64, et ben et comme elle est carrée, il va mettre 64 à hauteur. Ouais. Si je mets 64, ça va être des pixels par défaut là-dedans. Je peux le préciser ou pas, ça ne change rien. Par contre, là, si je mets en hauteur, je sais pas, 200 pixels, ça va me déformer mon image. C'est pas le but du jeu. Donc en règle générale, on va rarement s'occuper des hauteurs, mais plutôt des largeurs, et par défaut, ça évitera de faire en sorte que l'image soit déformée. Sincèrement, ces largeurs-là dans les images, on va s'en servir assez peu quand on fera du CSS. Moi, je le ferai plus en CSS. Mais bon, c'est prévu, donc pourquoi ne pas l'écrire aussi maintenant qu'on fait que du HTML. Donc tout ça, est-ce que vous êtes d'accord que finalement, c'est une page qui devrait à peu près se répéter sur toutes les autres pages? Ah tiens, j'ai oublié un truc là. Vous n'avez même pas noté qu'ici, j'avais la barre de navigation. Quand j'ai créé mon squelette, j'ai oublié la barre de navigation. Tu la mets pas dans le header?
J'ai deux choix, soit je la mets en dehors du header, soit je la mets après. Ça, tu peux faire les deux en fonction de la maquette. Si par exemple vous avez un gros diaporama et en dessous vous avez la barre de navigation, bah moi je la mets en dehors. D'accord? Là, pour le moment, je vais la mettre en dehors pour faciliter les choses. Mais je pourrais très bien la mettre dans le header. Si par exemple je vais avoir mon diaporama et puis la barre de navigation au-dessus, ce qui peut arriver aussi. Ça va dépendre un peu des sites. Donc là, je vais la mettre en dehors pour simplifier les choses. Et pour que ça soit assez visible, je vais effectivement faire des doubles HR pour séparer les différentes grosses parties. D'accord? OK. Et avant le pied de page, HR. Donc là, je retrouve, pour le moment, comme j'ai rien à l'intérieur, je vais faire maintenant ma barre de navigation pour ma partie index. Ça vous va? Donc ma barre de navigation, elle sera un peu différente entre la page d'accueil et les autres pages. Parce que dans ma page d'accueil, je vais faire en sorte que ma barre de navigation aille dans les différentes sections, les différentes parties de la page d'accueil. Par contre, dans les autres pages Project, About et Contact, je ferai en sorte qu'elle navigue entre les différentes pages. C'est un choix. Est-ce que c'est judicieux? Je suis pas sûr. C'est plus pour vous montrer comment utiliser les encres. D'accord? C'est plus à but pédagogique qui a vraiment but logique par rapport à l'application. Le site. Donc ma barre de navigation, c'est donc la balise sémantique nav qui va permettre de dire au moteur de recherche que ici se trouve la barre de navigation. Ces nav, on va les mettre dans des listes non ordonnées et chaque lien sera dans un list item, dans un item de liste. Donc list item c'est LI et à l'intérieur je vais avoir un lien. D'accord? Le premier, ça va m'envoyer vers présentation. Je vous dis, c'est pas hyper judicieux d'avoir un menu qui est différent sur la page d'accueil, mais c'est plus pour l'exercice. D'accord? L'idée, c'est que le menu soit exactement le même entre les différentes pages, normalement. Hein. On est d'accord. C'est bon pour tout le monde? Il y a une encre qui va ramener vers la même page sur laquelle on est. Alors, l'idée, c'est que dans ce menu-là de la page d'accueil, je vais faire des encres qui vont envoyer vers les différentes sections. Faire un déroulé vers la section en particulier. Et dans chaque section, quand je cliquerai sur en savoir plus, ça va m'emmener vers les pages suivantes. C'est plutôt un choix pour vous montrer comment utiliser les encres que vraiment un choix logique de site, hein, soyons clairs. Hein. D'accord? Est-ce que vous voulez que je le fasse plutôt logique ou je vous montre les encres? Comme vous voulez. Ça vous semble mieux logique? Non? Vous en foutez? Ouais, je vais le faire comme je le ferai. Donc du coup, je ne vais pas l'envoyer vers présentation, je vais l'envoyer vers les autres pages. Ok? Donc là, la première page, je l'appelle accueil. Donc ça amènera vers index.html, vous êtes d'accord? Et puis là, derrière, je vais faire les autres pages. Tac, tac, tac. Pour dupliquer, j'ai fait Alt, Shift, je sais pas si je le fais par réflexe, mais c'est ça. Alt, Shift, flèche du bas. Comme ça, je duplique ma ligne vers le bas. Si je fais flèche du haut, je la duplique vers le haut. Donc, accueil, la deuxième page, ça va être, disons, projet. La troisième page, ça va être à propos. Et la quatrième page, ça va être vers contact. Vous êtes d'accord? Donc là, j'ai plus qu'à changer le nom des liens. Ici, je vais l'appeler projects.html. Ici, je vais l'appeler about.html. Et là, je vais l'appeler contact.html. Et là, si je reviens, normalement, j'ai pas de souci particulier. Cette page-là, ce squelette-là, je vais le recopier sur les 4 pages. Vous êtes d'accord? Donc, hop, j'ai plus qu'à faire un commande A et sur la page About, oups, je vais coller ça. Le seul truc que je vais rajouter ici, c'est un titre différent. Donc, je vais mettre un pipe et je vais mettre à propos. Comme ça, je sais que je suis sur la page à propos. Et le H1, je vais mettre qui sommes-nous, par exemple. Ça sera le titre de la page. Pour contact, je vais faire pareil. OK.
Là, je vais faire un pipe et je vais mettre contact. Et là, je vais appeler contactez-nous. Ou restons en contact, ou peu importe, contactez-nous. OK, pour la page project, ici, je vais mettre projet. Et là, je vais l'appeler nos projets. Je suis pas hyper inspiré, mais normalement, maintenant, tout fonctionne. Quand je vais dans l'accueil, je me retrouve sur cette page-là, l'index. Quand je vais dans projet, je vais bien dans nos projets. À propos, qui sommes-nous? Et dans contact, contactez-nous. Et là, j'ai ma structure du site qui fonctionne. Il me restera plus qu'à remplir les pages en fonction de leur contenu. C'est bon? Alors, il y a un petit truc que je vais faire, c'est que finalement, au lieu d'envoyer un mail, hop, je vais changer ça. Et je vais faire un href vers contact.html parce que j'ai pas envie qu'il m'envoie un mail directement, je voudrais qu'il passe par un formulaire. OK? Donc ça, il faudrait que je le répète sur toutes les pages comme un abruti, j'aurais dû le faire avant. OK. On va le répéter sur toutes les pages. OK. Et puis le à propos aussi. Voilà, ça c'est l'architecture, l'arborescence de mon site. On va plus avoir qu'à faire remplir la partie main pour la page d'accueil. Et une fois qu'on aura vu les formulaires, je vous ferai faire un formulaire à l'intérieur. D'accord? Alors, occupons-nous de la page d'accueil. Les autres pages sont bouclées. J'en ai plus besoin. Je sais que je vais rien faire pour le moment dedans. Je vais donc réduire un peu pour y voir un petit peu plus clair. Je vais peut-être me mettre en plein écran d'ailleurs. Hop. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir cette partie main. Dans cette partie main, j'ai dit que j'avais 4 gros blocs. Les premiers blocs, ça va être grosso modo la partie présentation. Le deuxième bloc, ça va être la partie, c'était quoi? Projet, non? Ou client? Référence, il y avait quoi dans les clients, non? Je vais l'appeler client, ça sera plus clair pour moi. Je saurais que je dois mettre des logos de clients. Après, c'était projet, non? OK. Et la dernière partie, c'était témoignage. Pour le moment, je vous mets les commentaires en français. Clairement, à l'avenir, je les mettrai en anglais. Donc ça, je vois, et c'est là où la sémantique va se mettre en place, où là, on a plusieurs choix, en fait. Est-ce que c'est plutôt des articles ou des sections, ça? Ça serait des articles si ça serait dynamique, si ça serait du blog ou de l'actualité ou des choses comme ça. D'accord? On aurait très bien pu faire une page, nos actualités, en plus des 4 autres pages. Et là, au sein de nos actualités, j'aurais pu lister, dans le main, plusieurs actualités. Fête de la bière à l'entreprise, repas de Noël, et ainsi de suite. Et chaque partie qui serait décrite, là, je les aurais mis dans des articles. Ça aurait été plus logique. Vous voyez, c'est juste une histoire de logique. Ça vous parle, là? Donc là, du coup, on va dire que c'est plus des sections, des choses qui n'ont pas pour but d'être modifiées. Je vais quand même en rajouter une ici. Ici, news. Je rajoute une 5e pour vous montrer comment j'aurais fait si j'avais des actualités sur ma page d'accueil, ce qui arrive souvent. Les dernières actualités, les 3 dernières, on les met. Je vous montre comment j'aurais fait. C'est pas demandé, mais autant le faire. Dans présentation, je vais donc créer une section. Et pour séparer ces sections, pour que ça soit très visuel et surtout pour pouvoir y accéder plus tard en CSS, je vais mettre des ID, c'est-à-dire des identifiants uniques pour chaque section. Et c'est à ce seul et unique moment que je vais utiliser les ID, moi. D'accord? Quand c'est quelque chose d'unique qui va me permettre, parce que les sections vont tous avoir à peu près la même gueule. Mettons que s'il y a des sous-titres, des H2 dans chaque section, je vais faire à peu près la même taille pour chaque section.
Le paragraphe, je vais faire à chaque fois la même forme. Donc toutes les sections, finalement, je vais faire une mise en forme qui sera à peu près identique. Mais chaque section va pouvoir avoir des choses légèrement différentes. Donc j'irai cibler toutes les sections en disant toutes les sections vont se mettre comme ça, mais au sein de celle-là, tu auras cette partie qui sera différente. Ça m'évitera de faire, quand je ferai ma mise en forme, je ferai une espèce d'entonnoir en partant du plus large et en allant au plus précis. Pour éviter d'avoir trop de codes qui vont faire la même chose en CSS. On le verra plus tard, évidemment. Donc là, je vais faire une section. OK. Dans cette section, je vais mettre un identifiant, donc un ID. Et pour celui-là, je vais l'appeler Welcome. OK. Et ben, je vais faire toutes mes autres sections. Elles seront déjà faites. Il n'y aura plus qu'à les remplir après. Bon, avec Emmet, si je veux créer directement un ID, je vais faire le nom de la balise et je vais faire dièse clients. Et là, directement, Emmet, lui, va me créer une section avec l'ID client. Pour projet, je vais faire une section projects. OK. Pour témoignage, je vais faire une section testimonials. OK. Et pour news, je vais faire une section news. D'ailleurs, je vais le mettre en français, je vais mettre actualité. Ok, j'ai donc mes 4 sections. Pour le moment, ça change absolument rien au visuel puisqu'il n'y a pas de contenu. Mais par contre, j'ai organisé ma page là pour Google, grosso modo. Pour chaque section, je vais mettre donc un titre de section pour que ça fasse une espèce de plan pour Google. Parce que lui, même s'il a les sections, s'il y a le titre, c'est encore mieux. Ça sera donc un titre de niveau 2. Donc là, je vais avoir un H2. Qui sommes-nous, mettons? OK? Ou d'où sortons-nous? Alors ce truc-là, est-ce que j'aurais besoin d'écrire le titre directement dans la section? Visuellement, j'entends, pour l'utilisateur, c'est pas sûr. Je suis pas sûr que le qui sommes-nous soit très intéressant pour l'utilisateur. Donc là, je vais mettre un petit to-do et je vais dire à masquer titre. Hop, hop, hop. À masquer en CSS. Bon, je suis pas sûr que je le fasse vraiment si je devais faire le site, mais c'est plus pour vous montrer mon process quand je fais mon HTML pour me rappeler des choses que j'aurai à faire en CSS. Si jamais j'oublie. D'accord? Donc là, je fais un paragraphe et dedans, je vais mettre une description. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire un lien qui va m'emmener vers la page à propos. D'accord? Donc là, je vais faire un lien qui va m'emmener vers la page about.html et je vais écrire en savoir plus. OK pour la première section? Donc là, ça me semble parfait ce qu'il y a là. L'idée, c'est que ça sera peut-être un bouton, ça ne sera pas juste un savoir plus, ça sera plutôt un truc qui aura une gueule de bouton, on va dire. Vous me suivez? Donc là, je ne sais pas si c'est utile de le faire maintenant. Bon, allez, trop tard, je l'ai lancé. Je vais mettre une classe qui va s'appeler button. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je mettrai cette classe button en CSS, ça aura la même gueule. Que ça soit sur un lien, que ça soit sur n'importe quoi. D'accord? Vous me suivez? C'est pas réservé? Non, pas en classe. En classe, tu mets ce que tu veux. Alors moi, par défaut, ceci dit, tu as assez raison, je vais changer de classe. Pourquoi? Parce que si je vais, on verra ça plutôt en CSS, mais j'introduis ça aussi. Si j'utilise un framework, alors Button n'est pas utilisé par Bootstrap, ça sera BTN dans Bootstrap, d'accord? Mais il y a peut-être d'autres frameworks qui vont utiliser Button, c'est un nom de classe qui est très générique, d'accord? Si j'utilise pas de framework, je fais ce que je veux. Mais si j'ai un gros site où j'ai plusieurs CSS qui proviennent de l'extérieur, il va falloir que je fasse en sorte que mes classes soient nommées correctement pour pas qu'il y ait de conflit, qu'il n'y ait pas deux fois la même classe. Et ben là,
Mon entreprise, elle s'appelle ma super boîte. Ben, je vais mettre les initiales de cette entreprise. Ma super boîte. Ma super entreprise, j'ai mis, je sais plus, ma super boîte. Et je vais mettre un tiret button. D'accord? Donc à chaque fois que je vais créer des classes, je mettrai éventuellement des initiales. Je peux mettre des tirets dans les noms de... Tu peux mettre des tirets dans les noms de classes. C'est quoi qu'il faut pas mettre? D'accord. Des espaces. Donc, tirer ou underscore, c'est la même chose. On verra qu'il y a une norme qui s'appelle le BEM que j'utilise pas. Et vous verrez qu'en fait, ça va dépendre des composants, si c'est actif ou pas. En règle générale, ils vont plutôt l'écrire comme ça, je crois. Avec 2 underscores, le BEM. Je suis pas au top là-dessus, mais il y a plein de normes. Ils ont essayé de normer les noms des classes, vraiment. Bah, il n'y a jamais une norme qui a plu à tout le monde, donc il faut trouver sa propre norme. Et il y a certaines entreprises qui demandent d'utiliser le BEM. Donc pour le moment, moi je vais mettre un tiret. On verra ça après, parce que là, on rentre dans les trucs qui sont compliqués et conflictuels entre les différents développeurs. Mais bon, ce truc-là, de toute façon, c'était pas l'exercice, on fait du HTML, vous êtes d'accord? Je vais quand même vous mettre un petit commentaire. Je crée une classe ma super boîte-button qui transformera l'élément en un bouton en CSS. Pourquoi tu n'utilises pas directement une balise Parce que moi j'ai besoin d'un lien, j'ai pas besoin d'un bouton. Si je mets un balise button, je peux pas faire un lien. Ça serait stupide, ça servirait à rien. On fait toujours comme ça en fait, quasi. Tu verras qu'un button, on pourra lui mettre la classe button pour qu'il ait une gueule, la même gueule que les liens qui ont un bouton. Voilà. Et c'est hyper courant. Tu verras qu'un bouton va plus s'en servir en fait finalement au sein des formulaires pour valider un formulaire. Mais en fait finalement esthétiquement, il faut mettre une classe. Mais ça on le verra. On appelle ça une classe composant. C'est un composant. Si vous aviez fait Figma, vous verrez que vous aurez créé au début des composants que vous aurez réutilisés. Par exemple, des boutons, vous les créez d'abord et après vous les mettez partout dans votre page. Et ben, c'est des composants. Et ben, en CSS, on fera pareil. D'accord? Donc voilà pour la section Welcome. Vous avez vu que je prends le temps pour faire ça. Hein, d'accord? Il faut vraiment que tout ce que je vous dis là, ça soit limpide. Pour la section Clients, je vais aussi mettre H2, nos clients. Ça, je le laisserai afficher. D'accord? Et au sein des clients, qu'est-ce que j'ai dit? Je mettais juste des logos. C'est ça? Donc, je vais accumuler des logos. Donc, des images. Donc là, je vais tout simplement, là, pour gagner un peu de temps, au lieu de... Ouais, non, je vais vous chercher des logos. Ouais. Logo vacances, tiens. Image, ok. Peu importe, hein, on s'en fout. Je les télécharge. Tac. Pour le moment, je m'en fous du copyright. Enregistrer l'image sous. Je vais le mettre dans mon TP site vitrine. Je vais là-dedans. Je vais dans Images. Et dans Images, je vais créer un sous-dossier qui va s'appeler Clients. Comme ça, je pourrais me repérer aussi au sein de mes images. Sinon, je me retrouve avec 2000 images et je ne sais jamais laquelle aller chercher. Donc, autant m'organiser directement. Donc là, hop, je vais l'appeler logo client 1. Ok, on va faire le deuxième. Enregistrer l'image sous logo client 2. Et puis la troisième, sous licence, enregistrer l'image sous logo client 3. On va en mettre 3. Ok? Donc là, je me retrouve avec un dossier image qui maintenant a un dossier client où j'ai bien mes 3 logos. Donc je regarde un peu leur taille, 225 par 225. Celle-là, elle est un peu plus grande. Ok? Ça serait que moi, tout de suite, je la cropperais pour qu'elle soit en format carré. Hein, d'accord?
Je ne vais pas perdre ce temps-là, mais comme j'ai déjà 2 formats carrés, le troisième, j'aimerais bien aussi que ce soit un format carré, surtout que je peux largement le faire. D'accord? Je ne veux pas prendre le temps de le faire parce que c'est assez long, surtout que j'enregistre, donc ça risque d'être un peu long pour vous. Mais ça serait que moi, j'aurais 3 logos que je mettrais directement à la même dimension. Je le fais systématiquement quand j'installe un site client, même sur du WordPress. Et le premier truc que je fais quand je fais un site, c'est que je récupère toutes les images, je les organise, je les renomme correctement et je les compresse correctement. Et après, je fais mon intégration. Comme ça, je me fais pas flic au milieu à sortir de mon intégration. Vous me suivez? J'ai un process pour pas perdre de temps, surtout pour ces trucs qui sont de l'ordre du mécanique. D'accord? On n'est pas sur de la compétence dev énorme, on est plutôt sur de la compétence d'organisation. Alors du coup, j'ai mes 3 images, donc je vais aller choper ma première image, ok, que je vais aller chercher dans le dossier IMG, ok. Dans le dossier IMG, je vais dans Client et je prends le client 1. Et là, je vais mettre logo Client 1. Voilà, on mettrait le nom de l'entreprise. Évidemment, ce que j'aimerais, c'est quand je clique sur le logo, ça m'emmène vers le site du client. Donc, je vais englober ça dans une balise A pour que l'image soit cliquable. Cette image, je vais la mettre en largeur 128, mettons, histoire qu'on ait quelque chose de cohérent pour le moment. Je verrai que ça, normalement, je le ferai plus en CSS, mais bon. Et là, je vais mettre un lien, on va tous mettre la même chose, on va mettre, je sais pas, Google, tiens, ou CCI, tiens, je vais être corporate. C'est .fr ou .com, CCI? J'espère qu'ils ont les 2 noms de domaine, sinon j'achète le .fr. Et là, je vais lui mettre un target blanc pour que, quand la personne aille sur le site de mon client, il ne sort pas de mon propre site. D'accord? Ça serait stupide. Je perdrais un utilisateur, finalement. Et là, j'ai donc mon premier client et tac, tac, je duplique ça. Il ne me restera plus qu'à mettre 2. Hop. Oups. Commande D, 2. Si vous faites CTRL D, ça va vous chercher l'instance suivante. Donc là, comme j'ai un 1 ici, il va me chercher le prochain 1 et tout de suite j'ai 3. OK? On pourrait lui mettre un title dedans ou... Tu peux mettre un title sur quoi? Sur l'image, tu veux dire? Ouais. Pas nécessaire, tu as un logo, je pense. Et puis le Alt fonctionne aussi. Hein. Si tu retournes dessus, là, sur mon... Tiens, ici, là. Tiens, je les ai pas nommés comme ça. Ah, c'est des PNG, les autres, c'est des JPEG ou un truc comme ça. Donc, hop, les autres, c'est des JPEG. OK. Non. Ouais, tu peux mettre un title, si tu veux. C'est pas vraiment nécessaire, mais tu peux le mettre si tu veux. Mais pourquoi pas, ça coûte rien. Hein. Donc là, tout ça, alors, clairement, si je devais faire cette mise en forme et après faire une vraie future mise en forme, les 3 images, je les aurais mis dans une div pour que la div soit contenue, les 3 images soient contenues dans une div et je puisse les mettre, par exemple, en version horizontale quand je suis sur un ordinateur et en version verticale quand je suis sur un mobile. Et là, dans ce cas-là, j'aurais tendance à le mettre dans une div. Je vais le faire tout de suite, même si là, c'est prématuré puisque vous n'avez pas vu le CSS, donc vous n'êtes pas encore, comprenez pas forcément pourquoi je le mets dans une div, mais c'est clair que là, en pratique, je la mettrai dans une div. Donc tout ça, je crée une div qui englobe tous mes clients. D'accord? Ça, c'est bon pour ça? Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour la suite parce que je pense que vous avez compris. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris là? Donc pour la partie projet, il y avait quoi? On va mettre quoi? Un H2. Dans H2, on va mettre nos projets. OK? Nos projets. Et dans les projets, il y avait quoi? Je vous demandais de faire quoi? Ah, 3 titres. Donc il y avait 3 titres. Il y avait projet 1, projet 2, projet 3. OK? Donc là, je fais un commentaire. Projet 1. Donc là, j'ai un titre de niveau 3 pour mettre le nom du projet 1. OK? Et un petit paragraphe avec une description du projet 1 que je ne vais pas faire trop long, je vais mettre juste 15 caractères.
Ouais, c'est un peu long, 15, on va mettre 10. OK? Alors, du coup, tout ça, là, je vais devoir le dupliquer plusieurs fois. Donc, je vais faire projet 2. Oups, j'ai oublié le shift. Projet 3. Donc là, hop, 2. Et 3. OK, donc j'ai bien mes 3 projets. L'idée, c'est qu'après, j'ai quand même un lien pour en savoir plus, pour voir tous les projets. Donc là, au lieu que ça soit nos projets, je vais mettre nos 3 derniers projets. Même si c'est pas absolument génial hein, comme terme, mais c'est pour que vous compreniez. Et là, je vais faire donc un lien qui va avoir la même classe que tout à l'heure, ma super boîte-button, OK, qui va aller sur la page project.html. Et là, je vais faire un lien qui va s'appeler voir tous les projets. OK pour ça? Alors maintenant, je vais organiser aussi ça. Parce qu'en fait, ça là, toc toc toc, je vais les englober dans une div. Chaque projet, je vais les englober dans une div. Donc, hop, hop. Alors, comment je peux faire? Qu'est-ce que c'est comme ça? Je sais pas, on va voir. Non, ça marche pas. On va le faire un à un, du coup. Vous avez un raccourci émettre, mais là, je vais le mettre dans une div. OK. Ça, je vais aussi le mettre dans une div. OK. Et ça, je vais aussi le mettre dans une div. Comme ça, je vais pouvoir aussi les organiser un petit peu. Si je veux faire, par exemple, des cartes, des choses comme ça, elles auront toutes la même gueule. Et ces 3 divs, toc, 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 je vais faire comme précédemment pour les images, je vais aussi les englober dans une grosse div parente. Pourquoi? Parce que si j'ai 3 cartes, par exemple, qui expliquent les projets, eh ben, je vais pouvoir en faire en sorte que ces 3 cartes, elles puissent se mettre horizontales ou verticales, par exemple. Ça vous parle? Donc là, une div parente. Oups. Et là, je vais rajouter un petit truc. Je vais l'appeler container. Vous allez souvent entendre parler de container parce que c'est une div qui va contenir d'autres divs. Donc, en gros, c'est une div un peu particulière et ce container, c'est un nom de classe qui est super générique, qu'on va énormément utiliser. Bootstrap et tous les frameworks l'utilisent pour dire on initialise et après on organise à l'intérieur. J'introduis ça. Alors, pareil, cette classe container, je pourrais l'appeler ma super boîte-container. Clairement, je ne le ferai pas en pratique parce que on verra. Et ça, cette classe, du coup, je vais l'utiliser pour les clients aussi. Pourquoi ça? Je ne mettrai pas la même classe parce que finalement, il faudrait que ça agisse à peu près de la même manière. Donc, ces classes-là, container, on va appeler ça, quand on fera du CSS, des classes utilitaires. Pas vraiment des composants parce que ce n'est pas des trucs comme des boutons ou des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Ce sera plutôt de l'ordre d'une classe utilitaire qui va, dès qu'on va l'appliquer, faire quelque chose. Ça vous va? Pour les témoignages, c'est à peu près la même chose. J'imagine qu'on va avoir un H2, okay, qu'on va appeler ce qu'il pense de nous, par exemple. Ce qu'il, on va mettre pluriel, ça sera bien. Ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils disent de nous. OK. Et là, dedans, on va avoir, sous le même modèle que tout à l'heure, donc en gros, je peux quasi recopier ça. Vous me suivez? Et j'aurais plus qu'à changer le nom. Au lieu que ça soit projet, on va mettre témoignage 1. Et là, je vais l'appeler Vladimir P. J'ai fait hop, témoignage 1. OK. Hop. Témoignage 2. Donc là, je vais l'appeler Manu M. Et le troisième, entre les deux, mon cœur balance. Donald T. Voilà.
Donc, ce qu'ils pensent de nous. Voilà, on a 3 témoignages, mais finalement, ça va fonctionner à peu près de la même manière. C'est juste que ces divs-là, éventuellement, elles n'auront pas la même gueule que ces divs-là, mais ça devrait fonctionner à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'au moment où je vais réduire la page, ça va changer la mise en forme de tous. Bon, pour l'actualité, je vais vous le faire rapidos aussi, parce que ça commence à être un petit peu longuet. Il est déjà 17 heures. Et là, je vais mettre un H2, hop, nos nos dernières actualités. News, ok. Là, je vais faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Je vais faire une div avec la classe MSB container. Et dedans, je vais faire 3 divs avec 3 actualités. Eh ben non, je ne vais pas faire 3 divs, je vais faire 3 articles. D'accord? Pour montrer où sont les articles. Donc, je vais avoir news 1. Je vais faire un article. Dans cet article, je vais mettre un H3 avec repas de Noël. Avec un P et un lorem. OK. Et puis ça, j'ai plus qu'à le recopier 3 fois. Donc, news 2, évidemment. News 3. OK. Et puis là, apéro de Noël. Et puis après, grasse mat de Noël. OK? Donc là, j'ai mon architecture avec 5 sections. J'en ai fait une de plus pour vous montrer où j'ai utilisé les articles dans ce cas-là. Parce que dans les news, la seule chose que j'ai changé, c'est que là où je mets vraiment l'article, je le mets juste dans une balise article. Et puis là, il faudrait d'ailleurs que pour chaque article, tac, 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 donc je vais récupérer chaque truc, que j'aille sur un lien qui va m'emmener vers l'article. D'accord? Donc là, en lire plus. OK? Là, je vais donc rajouter aussi un lien avec le bouton ma super boîte-button. OK? Et là, je vais mettre voir toutes les news. D'accord? Et là, ça devrait m'emmener vers un news.html qui n'existe pas encore. D'accord? Donc là, si je veux le créer, le news.html, je le prends, hop, cet index-là, je le pose. Non, c'est pas l'index que je veux dupliquer d'ailleurs. C'est plutôt contact, mettons, hop, je duplique ça, je le renomme et je l'appelle news.html parce que le seul truc que je vais avoir à changer, c'est que là, je vais mettre actualité. Et là, nos actualités. Et là, c'est bon, j'ai bouclé mon projet en HTML. Au niveau syntaxe, ça me semble correct. Au niveau sémantique, c'est juste. C'est hyper organisé. Grâce au H1, H2 et H3 de la page, on va pouvoir créer un espèce de plan. C'est-à-dire que si je regarde mon H1 de ma page index, c'est le titre, ma super boîte. Celui-là, là, ma super boîte. OK? Donc, si je fais vraiment et ça, je vais vous le faire directement dans la partie docs, nouveau fichier. Là, je veux mettre sommaire, mettons, .md. OK? Si je regarde mon H1, c'est ma super boîte. Vous êtes d'accord? Mon H2, le premier H2, c'est quoi? Présentation. Le deuxième, c'est client, je crois. Troisième, c'est projet. Hop, hop. Quatrième, c'est témoignage. Donc ça, à ce niveau-là, c'est les H1. Ici, c'est les H2. Il reste actualité, pardon. OK. Au sein de présentation, j'ai pas de H3. Au sein de client, je vais avoir un H3, effectivement, qui va me donner mon client 1. Client 1, on va mettre. Hop, on va dupliquer ça parce que ça va me saouler sinon. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, alléluia. Client 2,
client 3. Les projets, ça va être la même chose que ça. On va avoir des H3. Sauf que là, ça va être projet. Les témoignages, ça va être kiff. Hop là. Chaque fois, je recopie ce truc. Je suis vraiment un abruti. Hop là. Et pour les actualités, ça sera exactement pareil. À chaque fois, je recopie ce truc. Je suis vraiment trop con. Des news 1, 2, 3. Et grâce au niveau hiérarchique, les H1 se trouvent sur la première ligne. Pour les H2, c'est la deuxième ligne. Et les H3, la troisième ligne. Vous avez compris qu'on peut aller jusqu'au H6. Mais Google, lui, il voit ça grâce au H. D'accord? Concrètement, il voit ce truc-là. Et alors là, franchement, il se régale, quoi. C'est un peu son fantasme. Il vibre. Il adore, quoi. OK?